Bonjour, ravi de vous rencontrer de nouveau. Et aujourd'hui, nous allons donc évoquer un sujet vraiment d'actualité, l'histoire des vacances en France de 1900 à nos jours. Franchement, entre nous, les Français ont connu une véritable révolution sociologique et culturelle dans leur manière de vivre et d'appréhender ce moment si privilégié que sont les vacances. Et cette mutation, cette révolution, nous allons donc l'aborder suivant un plan chronologique. Dans un premier temps, nous verrons de 1900 à 1936 des vacances réservées, puis de 1936 à 1982, une période qui devrait inévitablement vous toucher, eh bien, la révolution des congés payés, avant de voir donc depuis 1982 eh bien, donc, la diversification des vacances. Tout d'abord, voyons en effet dans un premier temps des vacances réservées. Nous allons voir ça en deux temps. Tout d'abord, le fait que le tourisme est une affaire de privilégiés, et ensuite, dans un second temps, nous verrons quand même que, avant les congés payés, nous avons eu quand même des vacances pour une petite portion de personnes. Commençons tout d'abord en effet par un tourisme de privilégiés. D'ailleurs, commençons par le premier mot, tourisme. D'où vient-il? Il vient d'une expression, le grand tour. Le grand tour, c'était une expression donc désignant les activités de loisirs d'une certaine aristocratie européenne qui faisait le grand tour de l'Europe pour découvrir eh bien, justement notre continent. Et donc vous commencez à comprendre très très vite, quand on voit notamment ces femmes en crinoline, ces hommes en chapeau haut de forme, bien sûr, ce tourisme de privilégiés, il est réservé à une petite élite. Cette élite, bien sûr, c'est celle de l'aristocratie, celle de la bourgeoisie. Et dans ce contexte, nous allons voir en effet que une autre expression est tout à fait révélatrice de ce phénomène, c'est l'expression « prendre congé ». Quand on prend congé, c'est que l'on quitte son lieu habituel d'origine pour aller prendre congé. Mais ce sont des congés à l'époque qui sont gratuits, puisqu'on n'est pas payé. Et donc, qui peut se targuer, qui peut se vanter d'avoir des congés gratuits? C'est bien sûr l'aristocratie, la bourgeoisie, et c'est ce monde que, notamment, fréquente la Côte d'Azur. La Côte d'Azur qui vraiment se développe dans les années 1900-1930, c'est-à-dire au début ce qu'on appelle la Belle Époque. Et pourquoi est-ce uniquement ces classes privilégiées, ces classes fortunées qui sont eh bien, donc, garanties par ces congés gratuits? Tout simplement parce que le budget, entre le budget ouvrier et le budget des bourgeois est complètement alors déséquilibré. Quand on voit ici le budget ouvrier, on se rend compte qu'un ouvrier ne peut pas partir en vacances. Les vacances lui sont impossibles parce que on voit que près de 85% de son budget est uniquement consacré je dirais, aux dépenses nécessaires, l'habillement, la nourriture, le logement. Alors que dans le monde de la bourgeoisie, on voit de suite qu'il y a une part prédominante qui est consacrée aux loisirs. Près de 35%, plus du tiers du budget est consacré aux loisirs. Ils ont donc les moyens financiers pour aller en vacances, en villégiature, du côté notamment donc de la Côte d'Azur. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, ce n'est pas seulement la bourgeoisie française qui fréquente ces lieux particulièrement prisés, c'est aussi par exemple les Anglais. Et c'est d'ailleurs souvent les Anglais qui ont donné la renommée eh bien, à la Côte d'Azur avec à Nice la fameuse promenade des Anglais, plébiscitée par cette population. Et ça me permet alors de comprendre qui fréquente, quand on voit cette image, et à quel moment on fréquente cette Côte d'Azur. Écoutez cette chanson de 1910, ici interprétée bien plus tard par Georgette Plana, ça s'appelle « La Riviera ». Nice est en folie, c'est le soir du carnaval, les fameux jolies, au ras des galons se pressent vers le bal, mais parmi les masques passe un joli domino, un Pierrot fantasque, lui soupire quelques mots, c'est si doux d'écouter ce qu'il dit, que la dame s'éclaircit sur les bords de la Riviera, où murmure une brise embaumée. Chaque femme a rêvé là-bas d'être belle.
jusqu'au firmament. Les violons jettent leur mélopée. Tous les mots sont plus doux, plus tendres, les serments. C'est l'amour qui vous berce en chantant. Cette douce mélopée, cette douce romance nous plonge en effet ici dans une Côte d'Azur très mondaine où en effet le Gotha se presse autour de la promenade des Anglais. Et surtout, c'est intéressant, ici, on nous plonge dans un Nice en plein hiver. Et oui, le tourisme, dans un premier temps, c'est un tourisme plutôt hivernal. La bourgeoisie, l'aristocratie fuit les rigueurs de l'hiver au nord pour se réfugier dans la douceur méditerranéenne. Et on voit ici d'ailleurs, en effet, le lien entre l'hiver et le tourisme à Nice. Voilà pourquoi il y a l'évocation notamment du carnaval. Le carnaval de Nice, c'est entre février et mars. Et donc, cette foule aristocratique et bourgeoise se presse dans les palaces. Ces palaces qui, en effet, vont donc maintenant se retrouver en front de mer. Un des plus célèbres à Nice, c'est bien sûr le Negresco. Le Negresco qui, vous voyez, aujourd'hui existe toujours, qui est d'ailleurs 5 étoiles et qui avait été donc financé par des grands magnats de la banque et de la voiture. Et on se rend compte bien sûr que ce sont ces grandes fortunes qui investissent maintenant sur ces lieux prisés en face de la mer, comme le Negresco, ou bien ici l'hôtel du Palais à Biarritz, qui dans un premier temps avait été une construction voulue par l'empereur Napoléon III. Et donc ce tourisme donc, hivernal, mondain, ne se prête pas tellement au plaisir des bains de mer. On regarde le spectacle maritime, mais on va plutôt se retrouver dans des bals, au casino. Voici ici un des plus célèbres casinos de la Côte d'Azur, celui de Monte-Carlo. Et dans ce casino, on peut donc jouer à tous ces jeux de hasard si prisés par cette population très fortunée. C'est aussi des moments où on va donc, comme l'exprimait tout à l'heure Georgette Plana, s'amuser, faire la fête, notamment lors de ces fameuses années folles où, après la Première Guerre mondiale, véritablement, on a une envie exubérante de se détendre, de s'amuser. Et ce qui est intéressant d'ailleurs à ce moment-là, il y a d'autres populations assez riches qui vont se réfugier vers le Côte d'Azur, notamment les Américains. Les Américains qui appréciaient particulièrement en effet la Côte d'Azur pour se détendre et s'amuser. C'était le début du jazz, notamment à Nice ou encore à Antibes, Juan-les-Pins. Entre nous, dans cette foule plutôt fortunée, il y avait aussi des gens pas toujours tout à fait respectables, comme les escrocs, les faussaires, et ce qu'on appelait aussi les cocottes et les demi-mondaines. Et alors, dans ce tourisme qui se développe, dans un premier temps, soyons clairs, les expéditions en automobile avec les fameuses deux Dion-Bouton ou encore les premières Peugeot ou les Panhard, tournent en effet à l'aventure parfois très hasardeuse. Bien que, regardez, dès 1900, on a les premières éditions du Guide Michelin. Le Guide Michelin qui met bien en lien ses aventures en voiture et la découverte de la France avec les beaux hôtels et les meilleurs restaurants. Généralement, en fait, on considère que le tourisme en France et les vacances en France se sont développés grâce, surtout bien sûr, au train, au chemin de fer. C'est la révolution des chemins de fer qui permet de développer ce tourisme en France et ces vacances avec le fameux PLM, Paris-Lyon-Méditerranée, qui prolonge en effet cette route des vacances en échelonnant donc par toute une série de stations, ces stations balnéaires par des arrêts du train. Et c'est d'ailleurs intéressant de constater que c'est grâce au train que de nombreuses régions vont connaître un certain désenclavement, notamment grâce à la Compagnie de l'Ouest. C'est notamment toute la Bretagne qui va connaître un essor du tourisme dès les années 20. Et on peut d'ailleurs voir le lien entre, d'un côté, regardez, le développement de ces différentes stations balnéaires comme Saint-Malo, Dinard ou même Cabourg en Normandie ou Arcachon dans le Bordelais. On se rend compte que c'est grâce au train que ces stations balnéaires se développent en été comme en hiver, même si, et sans doute c'est un lien très fort, le fait que maintenant le tourisme se développe dans ces stations, en raison du climat quand même beaucoup plus frais qu'en Méditerranée, généralement on observe vers 1920 un basculement touristique vers l'été où les foules se pressent sur la plage avec ces cabines réservées. Et on se rend compte de suite, bien sûr, quand on voit ces publicités de dinars à l'époque, que la clientèle reste toujours très fortunée, d'ailleurs anglaise, on voit le lien ici
avec l'Angleterre, hein, où surtout on aime se prélasser devant la mer tout en allant à côté au casino. Et c'est d'ailleurs intéressant de constater que dans un premier temps, dans ces années 1900-1920, les premiers bains de mer n'ont pas du tout le même objectif hédoniste qu'aujourd'hui. C'était surtout un objectif presque thérapeutique, médical. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant, les premiers bains de mer n'ont pas eu lieu sur la Côte d'Azur, mais en Normandie, du côté de Dieppe, où en effet, ce sont les médecins qui, selon des principes hygiénistes et thérapeutiques, ont considéré que le bain de mer était nécessaire pour, par exemple, défroisser les nerfs ou encore favoriser la circulation sanguine. Et même les médecins en Normandie considéraient que le bain de mer devait être précisément durer 13 minutes, uniquement 13 minutes. Et on se rend compte bien sûr qu'à l'époque, le poids de la pudeur est particulièrement important. Regardez ici l'évolution du bain de mer entre 1875 et 1927. On se rend compte en effet que les autorités à l'époque étaient très vigilantes sur la tenue des femmes. D'ailleurs, même en 1936, dans le pays bigoudin, à Loctudy, il y avait un arrêté municipal qui interdisait aux femmes d'avoir le dos dénudé sur la plage. Et on comprend mieux alors que le plus illustre des Français au XXe siècle, Charles de Gaulle, quand il se prélançait sur la plage à Bénodet, était toujours, regardez, en costume cravate. C'était vraiment quasiment impossible pour ces fortunes et ces personnes haut placées de se mettre en effet donc en maillot de bain. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir et de constater que justement pour garantir la pudeur des femmes, les cabines de bain étaient mobiles. Elles étaient tractées, vous voyez, par des chevaux pour que les femmes puissent plonger directement dans la mer sans que les hommes puissent voir leur corps. Et c'est assez spectaculaire quand on voit cette image de la mer du Nord où on a une vingtaine, voire une trentaine de cabines mobiles tractées par des chevaux où les femmes pouvaient directement plonger dans l'eau pour favoriser justement une bonne santé. Et donc on se rend compte quand même que dans ces années 1920-1930, les choses changent, qu'on va donc progressivement développer en France une sorte de société et de civilisation des loisirs, même si elle reste encore très ténue. Et on comprend mieux pourquoi alors, dans ces années 30, il y a un succès connu en 1937, c'était celui de Jeanne Aubert, ça s'appelait « Le cul sur la commode ». Regardez les paroles, Certains se collent des pagnes l'été pour prendre des bains, dans vont à montagne avec des tas de bambins pour s'offrir des bains de siège. D'autres vont faire blanchir le derrière dans la neige, histoire de se rafraîchir. Pour éviter les frais, tout en suivant la mode, chez moi je prends le frais, le cul sur la commode. Pour éviter les frais, tout en suivant la mode, chez moi je prends le frais, le cul sur la commode, le cul sur la commode. Une chanson donc plutôt humoristique qui, justement, raille et ironise un petit peu sur le développement de ce tourisme encore très très fragile en France. Et alors, ce tourisme donc qui est balnéaire, vous voyez, dans ces années 20 et 30, comme l'illustre cette chanson « Le cul sur la commode », n'est pas seulement balnéaire, il est de plus en plus montagnard. D'ailleurs, vous savez sans doute qu'en 1924, il y a les premiers Jeux Olympiques qui ont lieu en France, à Chamonix. Et ce tourisme donc qui se prédestine de plus en plus à un tourisme donc de loisirs, et promesse aussi d'ailleurs avec les premières grandes croisières transocéaniques avec ces paquebots majestueux et magnifiques comme le Queen Mary ou bien le Normandie qui en 4 jours pouvait permettre à près de 1000 voyageurs de traverser l'Atlantique et de découvrir les splendeurs de New York. Et c'est sans doute dans ce magnifique fumoir du Normandie que Jean Sablon a écrit une de ses chansons les plus célèbres. Ça s'appelait en 1936 « Ces petites choses » qui fait justement une référence à ce luxe un peu grandiloquent qu'on avait dans ces voyages transocéaniques. C'était ceci, ce vieux billet chéri qui me rappelle les nuits au bord du Normandie si belle, la lampe qui repose, ces petites choses me parlent de vous. Et donc, en effet, quand on observe ici la salle de restaurant et la salle des fêtes du Normandie, on se rend compte encore une fois que ces loisirs étaient vraiment réservés à une élite fortunée. Regardez ici ces magnifiques plafonds ajourés, ces domestiques et ces serviteurs en livrée et ces femmes avec des belles toilettes. Dans cette période de 1900-1936, pourtant, il y a des personnes qui ont des vacances avant les congés payés. Tout d'abord, les enfants. Les enfants qui, grâce à l'école primaire
et les lois scolaires de Jules Ferry connaissent enfin un calendrier de vacances assez précis. Le voici. Alors, il est beaucoup plus réduit qu'aujourd'hui. Au moment de la Toussaint, le 1er et le 2 novembre. À Noël, du 23 décembre au 2 janvier. Le Mardi Gras et 2 semaines à Pâques. On constate d'ailleurs que, bien que cette école se veuille et se revendique laïque, on voit encore une fois l'imprégnation religieuse en France. Mais la grande nouveauté, c'est ceci. C'est bien sûr les grandes vacances. Et voilà pourquoi d'ailleurs on appelle ça aujourd'hui, encore une fois, les grandes vacances. C'est lié à ces lois scolaires de Jules Ferry. Elles vont du 15 juillet au 30 septembre. Donc il y a un énorme décalage par rapport à aujourd'hui. Et pourquoi ce décalage? Parce que nous sommes à l'époque dans une société fondamentalement rurale. Et donc plus de la moitié des jeunes enfants sont des enfants d'agriculteurs. Ou alors ont un grand-parent agriculteur. Et donc ces enfants sont une véritable main-d'œuvre et une véritable manne pour le travaux des champs durant le mois d'août et le mois de septembre, pour l'arrachage des pommes de terre, ou encore ici la moisson. Et aussi, d'ailleurs, on voit bien le lien, quand on voit cette planche scolaire qui était affichée sur les murs de l'école, les vendanges. Et donc, on voit bien le lien à l'époque entre les grandes vacances pour les enfants et puis le travail au champ. Ce n'était pas tellement pour aller au bord de la mer. Et en fait, quelque chose peut-être que vous ne savez pas, celui qui a véritablement inventé les congés payés, eh bien, il est bien ancien. C'est Napoléon III. C'est Napoléon III, donc l'empereur des Français, qui a octroyé dès 1853 les premières semaines de congés payés. C'était réservé uniquement aux fonctionnaires de l'État. Et à partir de 1900, sous la pression en effet donc syndicale, la pression des socialistes, on a commencé progressivement à avoir des catégories de population qui ont obtenu ces premiers congés, notamment les employés du métro, de commerce, de bureaux ou encore dans les ateliers de couture, voilà, donc, ou dans les compagnies électriques. Voilà, donc des premières évolutions, même si, il faut être clair, quand on avait à l'époque pour ces classes populaires ou classes moyennes la possibilité d'aller en vacances, ça restait encore une fois une promesse, je dirais, très limitée, très restrictive. Et on comprend bien d'ailleurs le lien à l'époque avec les chansons qui parlent souvent de loisirs proches de ces jeux, où on allait justement à la campagne. Il y avait la chanson des Blés d'Or, ce petit chemin de Mireille, ou encore justement Coucher dans le foin, qui exprimait bien le sentiment que le loisir était toujours réservé à une possibilité d'un ailleurs très restrictif. On allait à la campagne juste à côté, rappelez-vous de ces paroles, Coucher dans le foin avec le soleil pour témoin, un petit oiseau qui chante loin, on se fait des aveux et des grands serments et des vœux, on a des brindilles plein les cheveux. On voit bien que voilà, les vacances, c'est vraiment une promesse d'ailleurs très limitée, très exiguë. Et donc ça nous permet alors de voir bien sûr le deuxième moment fort, c'est-à-dire 1936-1982, le temps des congés payés. Avec tout d'abord, donc on avait fait le grand moment, 1936-1956, la révolution des congés payés, puis 1956-1982, la massification donc des vacances. Oui, la révolution des congés payés avec ces images presque d'Épinal, de ces Français heureux de découvrir le sable, la mer et la plage en 1936. Pourquoi 1936? Tout simplement parce qu'en 1936, le Front populaire gagne les élections législatives. Le Front populaire, c'est l'alliance des partis de gauche avec le Parti communiste de Maurice Thorez, les radicaux avec Édouard Daladier et surtout les socialistes, la SFIO, dirigée à l'époque par Léon Blum, qui devient le président du Conseil. Pour la première fois, la France est dirigée par des socialistes. Et suite à un grand mouvement de grève, Léon Blum multiplie les réformes sociales, notamment avec le vote le 20 juin 1936 des congés payés. L'Assemblée nationale vote les congés payés, 2 semaines de congés payés pour tous les Français. Et c'est un homme qui va devoir mettre en œuvre cette réforme. Il s'appelle Léo Lagrange. Léo Lagrange, il est sous-secrétaire d'État au sport et aux loisirs. Et c'est lui qui va donc encadrer et, je dirais, vraiment entraîner les Français vers ces congés payés. Notamment, on lui doit la création des premières auberges de jeunesse ou encore des subventions, des aides financières pour que tous les Français puissent partir en vacances. Notamment en 1936, pendant cet été, eh bien, on a eu donc des billets à tarif réduit pour toutes les familles françaises pour qu'elles puissent prendre le train et découvrir eh bien, la France.
Regardez d'ailleurs ces images célèbres hein, de ces trains bondés par des ouvriers en masse, si heureux de découvrir 15 jours de repos et de loisirs. Et on va voir ici d'ailleurs un petit reportage sur cette propagande hein, étatique liée au congé payé. Partir, c'est la première joie qu'apportent les vacances aux citadins prisonniers toute l'année de leurs tâches, de leurs soucis, des conventions. Les vacances, vol évasion, illusion de l'aventure dont le goût demeure au fond du cœur. Retour à la nature qui se part en cette saison de toutes les séductions. Peut-être pense-t-elle que les trains ont été faits pour voir paître les vaches. À la plage, parents et enfants vivent sur un pied d'égalité. Ceux-ci jouissent d'une indépendance presque complète. La période des vacances est aussi celle du sport. Voilà, remarquable outil de propagande, hein, bien sûr ici dans ces actualités cinématographiques, où l'on vante en effet eh bien, donc, cette arrivée massive des Français au bord de la mer. D'ailleurs, on n'appelait même pas ça les vacances à l'époque, on appelait ça le tourisme social, pour bien indiquer que c'est vraiment toutes les classes populaires qui connaissaient les bains de mer. C'était l'époque, vous savez, de ces fameux maillots de bain en laine qui mettaient un temps fou à sécher. Pourtant, malgré la propagande de l'État hein, et du Front populaire, il faut dire une chose, hein, en 1936, très peu de Français sont partis au bord de la mer. On considère à peine qu'il y a eu 600 000 Français qui ont connu vraiment la joie des bains de mer et donc de ce tourisme très social. C'est un engouement donc à nuancer, un engouement nuancé qui s'est beaucoup plus développé après. En 1937, c'est à peu près 1 700 000 Français qui sont vraiment partis en vacances. Et cet engouement nuancé, il est aussi lié au fait que, eh bien, pour les classes fortunées, les classes bourgeoises et aristocratiques, comme l'indiquent ici ces deux caricatures, franchement, voir arriver ces classes populaires sur la plage, c'était vraiment insupportable. Hein. Ils étaient considérés, ces ouvriers, comme vulgaires, bruyants, etc. Et d'ailleurs, c'est sans doute que Léo Lagrange avait été appelé à l'époque le ministre de la paresse. D'ailleurs, en même temps, sur les plages, il est vrai que pour ces ouvriers, c'était compliqué, hein, puisqu'on voit bien de suite que, eh bien, ils n'avaient pas accès à ces fameuses cabines pour se changer, hein, ces cabines qui étaient réservées et payées par les bourgeois et les aristocrates. Ce qui fait qu'en fait, dans ces années 30, hein, pour beaucoup de Français, ces congés payés, c'est surtout eh bien, un été en tandem, ce fameux vélo à 2 places où eh bien, les couples d'amoureux eh bien, uniquement allaient à quelques kilomètres de leur lieu de travail, tout simplement planter leur tente au bord d'une rivière pour connaître les joies et les plaisirs des loisirs. Et pour beaucoup aussi, c'était encore une fois le retour dans la famille pour travailler dans les champs. C'est véritablement après la guerre, véritablement que, en raison de la hausse des revenus et aussi de l'essor de l'automobile, qu'à partir des années 50, véritablement, on a un boom des vacances avec, vous voyez ici, hein, cette fameuse Renault Dauphine chargée à bloc avec au-dessus la galerie où l'on plaçait la glacière, les valises, les tentes et en route pour les vacances. Hein, avec, regardez, ces publicités qui vantaient les voitures hein, qui pouvaient tracter des caravanes. Et la fameuse route des vacances des années 50, c'est incontestablement la Nationale 7, qui partait de Paris et qui, après une vingtaine de stations, s'arrêtait à Menton, tout en échelonnant, bien sûr, ses arrêts du côté de la Côte d'Azur. Et on comprend mieux pourquoi, en 1955, Charles Trenet connaît un succès faramineux avec Nationale 7. De toutes les routes de France, d'Europe, celle que je préfère, c'est celle qui conduit en auto ou en autostop vers les rivages du Midi. Nationale 7. Il faut la prendre qu'on aille à Rome à 7. Que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. C'est une route qui fera 7. Route des vacances qui traverse la Bourgogne et la Provence, qui fait de Paris un petit faubourg Valence et la banlieue de Saint-Paul-de-Vence. Le ciel d'été remplit nos cœurs de sa lucidité, chasse les aigreurs et les acidités qui font le malheur des grandes cités. Tout excité, on chante en fête les
les oliviers sont bleus, ma petite Lisette. L'amour joyeux est là, qui fait risette. On est heureux, National 7. Voilà, un petit air jazzy et entraînant pour nous guider vers la Nationale 7 qui faisait de Paris, comme dit Chantraîné, un petit faubourg de Valence. Voici la Porte d'Italie et la route du Soleil. Et de Paris à la banlieue de Saint-Paul-de-Vence. Saint-Paul-de-Vence, ce fameux village perché dominant la Côte d'Azur et la Méditerranée, où vivaient déjà quelques célèbres chanteurs et interprètes, Henri Salvador, Charles Aznavour, ou bien le fameux couple Yves Montand et Simon Signoret. Entre nous, franchement, habiter Saint-Paul-de-Vence, déjà à l'époque, c'est plutôt réservé à une élite fortunée. Pour les Français des années 50, le tourisme, c'est pas Saint-Paul-de-Vence, c'est plutôt bien sûr l'essor du camping, l'essor du camping avec ses tentes, parfois qui étaient d'ailleurs plantées de manière un petit peu, je dirais, anarchique. C'était ce qu'on appelait le camping sauvage, mais une véritable révolution dans la manière de se comporter. Les années 50, par rapport sans doute, vous mesdames, à vos mères, ou surtout à vos grands-mères, c'est d'une part en effet ce plaisir de la nature retrouvé avec, regardez, le réchaud, la petite tente et la glacière pour avoir quand même quelques produits frais, et puis surtout quand même la révolution de la bronzette, de la baignade. Je vous rappelle que jusqu'aux années 30, il fallait avoir le teint blanchi, même les hommes se mettaient de la poudre de riz, d'un coup avoir le teint hâlé est un signe de bonne santé et de bonne humeur. Voilà. Et à partir de 1956, c'est véritablement alors la massification des vacances voulue aussi d'une part par les Français, mais aussi par les gouvernements qui multiplient les réformes sociales pour octroyer un temps de loisirs de plus en plus large. 1956 avec Guy Mollet, 3e semaine de congés payés, et ensuite 1969, donc sous le général de Gaulle, la 4e semaine de congés payés, avant une dernière semaine, la 5e semaine en 1982, et le gouvernement de Pierre Mauroy, présidé bien sûr par François Mitterrand. 5 semaines de congés payés, avec un lien très fort aussi avec une hausse des revenus constante à partir des 30 glorieuses, liée aussi à la féminisation du travail. Ce n'est plus un salaire qu'il y a dans les foyers, mais 2 salaires. Et résultat, une entrée alors magistrale dans ce qu'on appelle la civilisation du loisir. Civilisation du loisir, c'est aussi une expression d'un titre, donc d'un sociologue en 1963, Joffre Dumasdier, qui considère justement que les années 60, c'est le moment où véritablement les Français basculent dans le loisir. Et d'ailleurs, le budget afféré aux loisirs, et notamment aux vacances entre 1960 et 2000, a doublé. Aujourd'hui, plus de 10% du budget familial est consacré aux vacances. Et donc, dans un premier temps, dans les années 60, 70, on reste toujours dans cette mystique maritime, c'est-à-dire que les vacances, c'est au bord de la mer. Au bord de la mer où on va planter la tente et connaître alors quelques jours de farniente. Regardez ce petit reportage sur justement ce tourisme au bord de la mer avec l'essor des campings. Tu es libre, tu fais ce que tu veux, c'est vraiment cette promesse de liberté, d'indépendance et d'autonomie que proposent les vacances. Et il est vrai que, comme le chantait à l'époque, vous vous rappelez, François de Galt, c'est bien la mer qui prédomine dans ces destinations touristiques. C'était la chanson bien sûr. Il y a le ciel, le soleil et la mer. Il y a le ciel, le soleil et la mer, allongés sur la plage, les cheveux dans les yeux et le nez dans le sable. On est bien tous les deux, c'est l'été, les vacances. Oh mon Dieu, quelle chance il y a! Le ciel, le soleil et la mer. Et l'attraction des plages est indubitable et donc explique en effet cet incroyable apogée des campings, les campings qui sont de plus en plus municipaux pour encadrer justement le tourisme sauvage, mais aussi privés, avec aussi le développement des caravanes, les caravanes tractées qui vraiment dans les années 60 deviennent un lieu de vie très apprécié par les Français pendant les vacances. Et l'État français a compris bien sûr la manne touristique que peut octroyer justement cette affluence de voyageurs et de vacanciers, et il va véritablement organiser un tourisme intégré, notamment du côté des Landes ou du Languedoc,
où on avait de grands littoraux vides, déserts, même parfois un petit peu insalubres, comme les marécages au Languedoc. Et après une grande campagne de démoustification dans les années 1960, on a, à la place de ces marécages insalubres, eh bien, la création de ces grandes stations touristiques intégrées, du côté de Cap d'Agde, Gruissant, ou encore ici, bien sûr, les fameuses pyramides de la Grande Motte. La Grande Motte qui permet donc aux Français eh bien, d'avoir des résidences particulièrement importantes et vastes, où l'on peut avoir juste à côté, bien sûr, la mer, et à côté aussi, bien sûr, la fameuse marina, pour eh bien, installer son voilier. Et donc, c'est vraiment la nostalgie d'une époque que va être chantée dans les années 70 Michel Jonas avec Les vacances au bord de la mer, célèbre chanson qui montre bien à l'époque ce que signifiait pour les Français des années 50, 60, eh bien, les vacances au bord de la mer. Alors on regardait les bateaux, on suçait des glaces à l'eau, etc., etc. Voilà cette chanson célèbre des vacances au bord de la mer qui montre en effet donc cet engouement pour la mer dans les années 50, 60, 70 et aussi alors le corollaire un peu négatif, les embouteillages qui sont de plus en plus denses et qui nécessitent la création des autoroutes, les autoroutes qui se créent dans les années 60 et qui avaient vraiment un but aussi économique pour faire affluer et drainer donc un maximum de touristes en France, puisque justement la France s'ouvre aussi et bien notamment à ses voisins européens, avec le fameux chassé-croisé qui reste toujours très important entre juilletistes et haussiens lors de la dernière semaine de juillet. Et d'ailleurs, c'est sans doute malheureusement que c'est un week-end particulièrement accidentogène et meurtrier. Voilà pourquoi d'ailleurs, depuis 1975, on a ce personnage un peu pittoresque qu'on appelle Bison Futé, qui est là pour diriger et guider un peu les automobilistes pour éviter les bouchons, souvent donc perte de temps. Et donc, entre lien avec ce boom des vacances, c'est aussi le fait que, à un moment, quand même, les parents n'ont que 4 ou 5 semaines de vacances. Et il faut donc réserver une part du budget pour les colonies de vacances. Les colonies de vacances qui se développent alors de manière outrancière dans cette période-là, même s'il y avait déjà eu des colonies de vacances bien avant. Et ces colonies de vacances sont parfois municipales. Ici, par exemple, vous voyez ici le centre de colonies de vacances de Courbevoie, situé dans le pays bigoudin en Bretagne. Il pouvait être aussi, je dirais, d'obédience religieuse, d'obédience politique, avec des centres de vacances communistes carrément. Et aussi donc des centres de vacances liés donc au comité d'entreprise. Ici, on a, vous voyez, le centre de colonies de vacances des Houillères, donc pour les enfants de mineurs. On avait aussi de célèbres colonies de vacances pour les enfants du personnel de l'EDF. Et on comprend mieux pourquoi, bien sûr, dans ces années 60, il y a une chanson qui va faire rire tout le monde, sauf Madame de Gaulle qui avait voulu la censurer, c'était « Les jolies colonies de vacances, merci maman, merci papa, tous les ans je voudrais que ça recommence, Yukaidi, Aïdi, Aïda ». Ce qui est intéressant, c'est que ces centres de colonies de vacances vont presque inspirer aussi les villages vacances. Les villages vacances qui se développent là aussi dans les années 50, c'est-à-dire des résidences où on offre des loisirs souvent aux familles ou aux adultes, du sport, des activités culturelles. Et c'est ainsi que notamment le fameux Club Méditerranée commence véritablement à connaître son essor, le Club Méditerranée qui justement invite les Français à la farniente, mais aussi aux loisirs. Et c'est ainsi que se développent ces fameuses cases, par exemple, vous voyez, comme du club Santa Rulia en Corse, avec à chaque fois dans ces clubs méditerranéens l'incontournable piscine pour se détendre, se prélasser, se divertir. Et on comprend mieux pourquoi, dans ces années 70, eh bien, ces clubs de vacances connaissent un tel engouement qu'il y aura de célèbres parodies. Une célèbre parodie de ces clubs de vacances, c'est bien sûr le fameux film Les Bronzés, où justement on se rend compte qu'a priori, quand les Français vont en vacances, ce n'est pas uniquement pour se divertir ou se détendre et se prélasser, et parfois aussi pour draguer, comme la fameuse chanson du club. Écoutez quelques extraits de cette chanson.
du soleil et des nanas, etc., etc. Et donc, on va passer au dernier point, puisque depuis 82 plutôt, donc les années 80, jusqu'à nos jours, on voit bien que les vacances se sont diversifiées. D'une part, on verra la variété des pratiques, et d'autre part, la diversité des horizons. Tout d'abord, quand on voit ici, vous voyez l'évolution des nuitées, c'est-à-dire du nombre de nuits passées en vacances, bien sûr, on constate encore une fois que certaines régions sont vraiment prédominantes. Vous voyez par exemple la Côte d'Azur, même la Bretagne, c'est-à-dire le littoral. Le tourisme balnéaire reste quand même la destination la plus prisée par les Français. Regardez ici, une des plus belles plages de France, c'est la plage du Sillon à Saint-Malo. Mais on se rend compte d'ailleurs que dans ce cadre, ce tourisme balnéaire s'est un tout petit peu transformé, avec notamment une variété dans les pratiques. Donc des pratiques liées à la glisse, comme le surf, le paddle, ou bien les sorts de la plaisance. Et pour ceux qui ont un peu plus d'argent, même si c'est vraiment démocratisé, c'est l'incroyable croissance des croisières. Regardez ici ce magnifique paquebot, c'est le plus grand paquebot du monde, il s'appelle Harmony of the Seas. Et dans ce navire, il y a près de 6000 personnes qui peuvent voyager avec 2000 membres d'équipage, avec là encore une fois, vous voyez, l'incontournable piscine et ces grands plongeoirs que l'on voit ici. Et en dehors donc de ce tourisme balnéaire, on a encore une fois, en hiver bien sûr, plutôt le tourisme montagnard, le tourisme montagnard qui s'est accru grâce à ces grandes stations intégrées et que l'on voit apparaître ici, comme la station de Tignes ou encore d'Isola 2000. Même si malheureusement, on le sait, et il faut parfois parler d'actualité, avec le réchauffement climatique, quand on voit ici la différence de neige entre ces deux images, au même endroit, qu'un jour ou l'autre, ce tourisme montagnard pourrait connaître de graves soucis économiques. Ce qui a vraiment changé, en revanche, dans les pratiques touristiques des Français, c'est l'essor du tourisme culturel. La France est truffée de grands monuments, de musées, de châteaux. Les touristes adorent la gastronomie française aussi. Voilà pourquoi donc on a des sites qui connaissent une affluence record pendant les vacances. Le célèbre Mont Saint-Michel entre la Normandie et la Bretagne. Les châteaux de la Loire, les plus célèbres sont ici, Chambord, Chenonceau ou encore Cheverny. Et dans ce cas, il y a une ville qui vraiment alors est au-dessus de tout, c'est Paris. Paris qui, je vous rappelle, est quand même la première destination touristique mondiale. Ce n'est pas pour les plages, bien sûr, ni pour le ski, c'est bien sûr pour la beauté de ses monuments et la richesse culturelle qu'il y a dans cette ville. Ici, bien sûr, c'est le Louvre avec la pyramide. Et voici donc les différents sites franciliens que l'on voit apparaître sur la carte. On voit bien que c'est le cœur historique qui prédomine avec le Louvre, la Tour Eiffel, la cathédrale Notre-Dame de Paris ou encore le centre Georges Pompidou. Mais on a d'autres sites beaucoup plus modernes comme la Cité des Sciences et de l'Industrie. Et justement, donc, ce qui est intéressant, c'est que Paris s'est tout le temps renouvelé avec une certaine forme de tourisme culturel que sont par exemple les fameux parcs d'attractions, notamment Euro Disney, qui accueillent beaucoup de population. Malheureusement, vous le savez sans doute, Paris connaît aussi des événements dramatiques. Le plus terrible, c'est bien sûr l'incendie de ce site qui était le plus fréquenté au monde, la cathédrale Notre-Dame de Paris, brûlée donc en 2019, mais qui va connaître une rénovation. Et malheureusement aussi, la crise du Covid va engendrer sans doute aussi beaucoup de difficultés pour le tourisme à Paris. Dernier aspect de ce tourisme, qui lui en revanche risque de se développer avec la crise sanitaire que nous connaissons, c'est le tourisme dit vert. Le tourisme vert, en fait, c'est plutôt donc une sorte d'activité qui est en adéquation avec la nature, qui souvent d'ailleurs va plutôt s'aventurer vers des espaces un petit peu à l'écart du tourisme balnéaire ou montagnard. Ce tourisme vert, donc, qui va justement donc, privilégier des activités comme la randonnée, la course à pied, les balades en vélo, en VTT ou l'escalade. Donc voilà, donc un tourisme donc, vraiment en lien avec la nature. C'est quelque chose qui se développe de plus en plus, lié aussi, vous voyez bien, avec l'essor et les préoccupations environnementales des Français. Et ce qui est intéressant alors aussi de constater, c'est que les Français se sont ouverts, bien sûr, au monde. Il y a une sorte de mondialisation du tourisme, et qui d'ailleurs bénéficie à la France. Regardez quand même, aujourd'hui la France est le premier pays touristique au monde. Près de 80 millions de touristes dans le monde viennent visiter la France. C'est une manne économique exceptionnelle pour nous, qui permet en effet de créer des emplois et de générer une balance commerciale beaucoup plus positive. Et c'est intéressant de voir alors où vont les Français.
Alors, souvent, on a un peu une image un peu caricaturale du Français qui irait à l'autre bout de la Terre. Bah, pas du tout. Regardez ici les 5 destinations préférées des Français. Espagne, Italie, plus surprenant, la Belgique et le Luxembourg, hein, le Royaume-Uni et le Portugal. Oui, oui, quand on va en vacances, on ne va pas à l'autre bout de la Terre. On va plutôt, vous voyez, dans des lieux qui sont proches, tout simplement, pour des raisons économiques, évidemment, et de proximité géographique. On constate quand même qu'il y a vraiment, en effet, un goût des Français depuis bien longtemps pour l'Espagne, avec ces grandes stations balnéaires qui jonchent la Méditerranée, où il fait particulièrement doux et c'est particulièrement agréable d'y vivre et de se divertir. On se rend compte aussi que de plus en plus, c'est tout le bassin méditerranéen qui est très prisé par les Français. Le bassin méditerranéen, c'est pas seulement l'Italie ou l'Espagne, mais ce sont aussi des pays comme le Maroc, la Tunisie ou encore la Grèce et la Turquie. Là encore une fois, une certaine proximité géographique, des coûts particulièrement bas permettent de comprendre bien sûr ce goût pour le bassin méditerranéen. Autre différence aussi actuelle, c'est qu'aujourd'hui les vacances sont beaucoup plus perlées. On ne part plus 5 semaines d'un bloc en vacances. On va plutôt échelonner les vacances un petit peu à Noël, un peu en hiver, un peu à Pâques et prendre peut-être seulement 3 semaines, voire 2, pendant les vacances d'été. Voilà pourquoi, par exemple, les embouteillages sont beaucoup moins forts qu'avant. Et surtout, bien sûr, on se rend compte quand même qu'il y a une sorte d'internationalisation, une sorte de mondialisation du tourisme français avec tout simplement des effets liés à ces avions low cost qui permettent d'avoir des prix des voyages particulièrement bas et aussi la révolution Internet. La révolution Internet qui a permis donc aux agences de voyage de faire des rabais, des promotions. Et regardez ici, en effet, cette révolution Internet qui voit que, vous voyez, et c'était il y a 5 ans, près de 77% des Français avaient consulté Internet pour avoir le voyage le moins cher. Et cette évolution est donc de plus en plus forte actuellement. Ce qui fait que c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de Français, de plus en plus, s'aventurent en dehors de l'Europe. Les États-Unis sont particulièrement prisés avec, bien sûr, la richesse culturelle de New York et les beautés paysagères du canyon du Colorado. Et aussi, bien sûr, des îles qui paraissent aux yeux des Français comme particulièrement paradisiaques. Pensez aux Caraïbes, aux îles Maldives, au Sri Lanka, à l'Indonésie. Et on se rend compte en fait que les choses n'ont pas tellement changé entre le français des années 20 et le français des années 2020. En un siècle, en fait, on a toujours la même quête d'ailleurs, même si avant, le coin d'herbe qui était à 20 km de votre usine vous plaisait autant et fascinait autant sans doute que ces belles îles avec ces cocotiers et cette plage de sable fin et cette mer de bleu turquoise. C'est sans doute cette quête d'ailleurs qui fera toujours que les Français aimeront les vacances. Voilà, écoutez, je vous remercie, puis à bientôt pour une nouvelle conférence. Au revoir.